Allez, ben bonjour à tous. Jean-Patrick Bonardel, on est au mois de mai et en fait il a beaucoup plu, il fait très chaud et en fait les tiques nous envahissent. Et comme vous le savez, je suis atteint d'une maladie de Lyme parce que ça fait bientôt 50 ans que je traîne une maladie de Lyme qui plus ou moins m'invalide et qui fait que c'est un petit peu difficile pour moi. Heureusement, j'ai rencontré un médecin qui m'a sorti de là en faisant 6 mois d'antibiotiques, pas que des antibiotiques, et 6 mois d'argent colloïdal. Du coup, ça m'a permis d'écrire un livre sur l'argent colloïdal et ça m'a permis également d'écrire un livre sur la maladie de Lyme avec un super protocole de tout ce que j'ai pu essayer parce que je suis un cherchant et je suis un trouvant, c'est-à-dire que chaque fois que je trouve quelque chose qui pourrait être intéressant pour moi, donc pour les autres, et ben en fait, je le mets en place et je l'essaye sur moi-même. Je suis le meilleur cobaye pour moi-même parce que je suis hypersensible à beaucoup de choses. Voilà, donc bah, le livre sur la maladie de Lyme, il est disponible à Vecteur Énergie. Vous appelez le laboratoire et on vous fournira des échantillons du livre. Et également, je ne sais pas si ça y est dans le PowerPoint, mais on a fait des infos nature sur la maladie de Lyme. Le livre, malheureusement, il est payant, mais toute la documentation sur les infonature et la maladie de Lyme sont bien sûr gratuits avec les protocoles accompagnement de la maladie de Lyme. Appelez le laboratoire et on se fera un plaisir de vous envoyer le protocole. Voilà, si par hasard vous ne pouvez pas enregistrer ou aller voir sur YouTube cette conférence, demandez-nous tous les documents du PowerPoint que nous pouvons également vous envoyer. Alors, la maladie de Lyme, c'est une borrelia. La borrelia, c'est un cousin du tréponème syphilitique et on va voir que c'est quand même un truc qui est un peu embêtant parce que mes derniers webinars ont traité essentiellement d'immunologie, mais il faut savoir que la borrelia, comme le sida, comme d'autres maladies, vont agir sur notre défense immunitaire pour nous permettre, enfin, nous empêcher d'agir contre les agresseurs qui sont vers nous. La Borrelia, c'est quoi? En fait, vous voyez, c'est un tréponème et en fait, c'est un hors-bord. C'est un véhicule qui va très très vite. Il a des flagelles au bout de la queue et il avance très très vite. Et c'est pour ça que il va semer nos défenses immunitaires, c'est-à-dire les globules blancs, et qui vont pas arriver à le rattraper. Et que sa survie à lui, c'est de se déplacer très vite et de passer d'une articulation à une autre. Donc, la borréliose, c'est quoi? C'est en fait, c'est tout ce qui est itératif. Vous avez mal un jour à un côté, un jour à l'autre. Un jour, vous avez la température. Un jour, vous n'en avez pas. Pendant 6 mois, tout va bien. Puis d'un seul coup, vous êtes au fond du trou. Et ben ça, c'est le signe d'une borréliose. Les spirochètes, ben oui, on connaît bien, hein. J'ai fait tout un laïus sur les zoonoses hein, et les spirochètes, la syphilis, ont été transmis par les lamas en Amérique du Sud. Et là, eh ben, les spirochètes, eh ben, ils sont obligés pour passer d'un véhicule à l'autre, un véhicule c'est nous, hein, de passer par des insectes piqueurs et ils se multiplient très très vite et ils vont changer de caractère antigénique pour nous embêter et nous qu'on ne puisse pas les identifier pour les éliminer. Donc, les caractéristiques de la Borrelia, ils sont anaérobie. Anaérobie, ça veut dire que si, par exemple, là, j'en ai dans la bouche et que je crache, et ben, le temps que ça aille de mon micro jusqu'au bureau, eh ben, ils vont mourir parce qu'ils ne supportent pas tout ce qui est oxygène. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de transmetteurs. Et les transmetteurs vont être tous les insectes hématophages, c'est-à-dire on prend une bactérie chez un hôte, qu'il soit humain ou autre, et on va le transmettre chez un autre hôte par l'intermédiaire des glandes salivaires. Alors, ces caractéristiques, il est très fragile. Mais qu'est-ce qui est plus fragile que l'homme? L'homme, Homo sapiens, en fait, a envahi la Terre. On est plusieurs milliards. Et pourquoi? C'est parce qu'on est fragile et qu'on a su
à cause de notre fragilité, dépasser notre fragilité et puis devenir, comment dire, presque des... au départ, le lion mangeait l'homme et maintenant, c'est l'homme qui mange le lion. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des, comment dire, des fables ou des blagues qu'on peut raconter sur les chrétiens dans les arènes à l'époque de Jules César. Alors, au niveau antigénique, eh ben, c'est un caméléon. C'est-à-dire que ben, il va changer de caractère antigénique 5 ou 6 fois dans les 2 ou 3 premiers mois de son implantation. Et après, il va être capable de prendre au niveau antigénique les caractéristiques antigéniques de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il va se camoufler et que les globules blancs et les anticorps et tout ça ne va pas pouvoir, sauf à développer une maladie auto-immune, attaquer quand il va y avoir une poussée, parce qu'en fait c'est une maladie qui évolue par poussée, et il va y avoir une poussée de bactéries, une charge bactérienne très importante, mais que le corps sera incapable par lui-même d'identifier au moment où ça démarre. Il est hyper rapide, vous avez vu, hein, il a 3 ou 4 flagelles au derrière, il avance plus vite qu'un hors-bord. Et nos pauvres globules blancs, surtout coincés dans la lymphe et coincés dans des endroits comme une articulation même gonflée, va pas pouvoir aller aussi vite qu'eux, parce qu'ils vont se déplacer bah, du genou à la cheville, de la cheville jusqu'à la hanche, et pendant ce temps-là, les globules blancs, eh ben, ils se perdent un petit peu dans la bataille. Donc, pour se transmettre, eh ben, ils sont obligés de passer par des insectes hématophages. Qu'est-ce que nous avons comme insectes hématophages? Ben, nous avons essentiellement les tiques, et aussi bien que nous avons des peaux à tiques, nous avons des têtes à poux. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont attirer les tiques et d'autres non. Et qui c'est qui va attirer les tiques? Eh ben, ce sont ceux qui ont la borrelia. Parce qu'au mois de mai, là, quand on va aller se promener, les tiques, elles vont tomber sur les gens qui vont avoir la borrelia sur le corps, sur la peau, à l'extérieur, pour pouvoir ben, pomper la borrelia et pour pouvoir l'injecter à une autre cible. Donc, en fait, on a la tique, mais on a également le moustique, on a la puce et on a également la punaise de lit. C'est une transmission qui est complexe parce que entre le moment où une larve va infester un hôte et le moment où ça va être transmis à l'homme, il peut se passer plusieurs années, voire dizaines d'années, en fonction des sécheresses, des refroidissements, de la glace, etc. C'est une, comment dire, c'est des œufs, c'est des larves, c'est des nymphes qui sont qui sont pas sensibles ni à la chaleur ni au froid. Et dès qu'il va y avoir des possibilités pour pouvoir se multiplier, eh ben, elles vont sortir de leur trou et par milliers, par centaines de milliers, elles vont se mettre sur les fougères, elles vont se mettre sur les tilleuls, elles vont se mettre dans le gazon devant chez vous pour essayer, mais pas pour l'homme est un autre, comment dire, c'est un cul-de-sac, c'est une impasse. Mais en fait, normalement, elle fonctionne avec des grands animaux, des hérissons, des rats et tous les petits rongeurs qui se baladent de partout, qui vont transmettre les tiques, mais l'homme est normalement quelque chose qui n'est pas... c'est une impasse, hein. Les humains sont une impasse. En fait, d'abord, vous avez une larve. Cette larve, elle va se transformer en nymphe. Cette nymphe, elle va se transformer en insecte euh, avec des femelles et avec des garçons. Et en fait, il va falloir que pour que ça aille jusqu'au bout, il y ait au moins 2 hôtes différents pour que la larve se transforme en nymphe et la nymphe en adulte. Alors, à n'importe quel moment, à part la larve, sauf dans certains cas de Borrelia, euh, n'est pas transmise à l'homme. C'est soit la nymphe, soit l'adulte qui va se transmettre à l'homme. Il faut bien savoir que si vous vous promenez, que vous tombez de chez vous une grosse femelle pleine d'œufs, ça veut dire qu'elle est là déjà depuis 15 jours sur votre corps et que vous ne l'avez pas vue. Mais ça veut dire qu'elle a eu 15 jours peut-être pour vous transmettre une borréliose. Vous voyez là, en fait, une femelle peut avoir jusqu'à 20 000 œufs. Ces 20 000 œufs ben, vont faire des larves qui vont faire des nymphes. Et parfois, ces femelles sont ramenées par les chats.
les animaux domestiques dans la maison. Et en fait, on risque d'être infesté à l'intérieur rien que par les pots de géranium ou par les produits qu'on a à la maison, sachant que normalement, les œufs ne transmettent pas la maladie. Mais ça peut aller très très vite avec des conditions bénéfiques pour que ces œufs se transmettent et se transforment rapidement en lymphe et en larves. Donc vous avez la larve et vous voyez là sur cette photo, c'est intéressant parce que vous avez la larve qui normalement ne transmet pas la maladie. Et après vous avez la nymphe qui est toute petite, on ne la voit souvent pas du tout si on l'a sur soi-même. Et le mâle qui est un tout petit tout et qui voilà. Et puis par contre la femelle qui est bien grosse et qui va fabriquer des œufs et permettre à ces insectes de proliférer. Vous voyez, là, c'est le côté un petit peu agressif, hein, on croit que c'est gentil et non, parce qu'en fait, là, c'est pire qu'un requin. Quand ça arrive à vous mettre en rostre à l'intérieur du corps, il va falloir, pour le décrocher, des grandes facultés. Donc, la seule façon, c'est avoir une pince qui peut enlever les tiques, ou alors il faut pouvoir ne pas tirer, mais tordre, alors la gauche et la droite, ça c'est des idioties, mais en fait il ne faut pas tirer, il faut arriver à tordre d'un côté ou de l'autre la tique quand vous l'avez identifiée, hein, que ce soit une nymphe ou que ce soit un adulte, pour pouvoir la retirer. Parce que si vous l'arrachez d'un coup, comme elle a des borrélias dans ses glandes salivaires, ben, elle va laisser sa tête et avec sa tête, elle va laisser les bactéries. Bah, les habitats cibles, c'est quand il a plu et quand il fait chaud. Donc c'est au moment où vous allez aller aux champignons, par exemple. Moi, j'ai attrapé ma Borrelia à 18 ans en allant aux champignons avec mon grand-père. Et après, ben, une fois que c'est incarné, que c'est installé, c'est très très difficile de se débarrasser de cet hôte qui est plus ou moins agressif et en fonction de l'état où on est pour se défendre. Donc, bah, vous avez tous les animaux sauvages, les hérissons, les cerfs, les animaux d'élevage et les animaux domestiques. Mais en fait, il y a eu, comment dire, depuis 50 ans, en plus du réchauffement climatique, une inversion. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des haies, il y avait des perdrix, il y avait des cailles, il y avait des faisans, il y avait tout plein d'oiseaux, il y a même des poules qui mangeaient toutes ces larves et toutes ces nymphes et tous ces tiques. Et maintenant, ben, en fait, il n'y a plus d'animaux qui mangent les tiques dans les bois et à la place, on leur a fourni de la nourriture, c'est-à-dire des gros animaux comme le cerf, le sanglier et que même les chasseurs s'en rendent compte, il vaut mieux aller à la chasse aux gros qu'à la chasse aux petits. La problématique, donc, elle est que avant, c'était les oiseaux qui mangeaient les tiques et maintenant, c'est les tiques qui mangent les gros animaux. L'origine de Lyme, mais je ne vais pas m'épandre là-dessus parce que ça peut prêter à controverse. En fait, Lyme, c'est une ville où ça a été identifié au niveau statistique, un peu comme le sida. Et c'est une ville qui est pas loin d'une base américaine qui a parlé et qui traitait, en fait, qui faisait des essais sur les bactéries et sur tout ce qui pouvait être le charbon, la peste, etc. Et on n'oubliera pas que dans les années 2000, quand il y a eu les attentats aux États-Unis, il y a eu aussi des lettres piégées où c'est des facteurs qui sont morts parce que les facteurs, il y avait des bactéries comme le charbon. Et tout ça, c'était quand même une époque un peu compliquée. Et c'est depuis l'année 2000 que la maladie de Lyme, la Borrelia, s'est multipliée dans le monde entier. Alors, ben, vous voyez, vous avez de la chance. Soit vous êtes en orange, c'est Lyme, soit vous êtes en gris, ben, c'est le palu. Alors après, il y a des gens, ils cumulent, hein. Ils vont chercher le palu, ils ramènent Lyme. Ou ils prennent Lyme, ils vont chercher le palu. Mais en fait, c'est des maladies qui sont très très proches l'une de l'autre, transmises et pratiquement que par les insectes hématophages et qui sont très difficiles à identifier parce qu'à partir du moment où elles sont rentrées dans le corps, ben, quelqu'un peut mourir d'un paludisme 50 ans après une première contamination.
Voilà, alors ça c'est une carte qui est un peu ancienne. On voit que par exemple le Portugal était comme il n'y avait pas de Lyme, mais en fait c'est faux, c'est parce qu'en fait on n'avait pas identifié de cas. Après, il fallait savoir qu'à cette époque-là, en Allemagne, on pensait qu'il y avait 6 millions de personnes qui étaient contaminées par la Borrelia, et en France, on était à 6 000. On comprend bien que, comment dire, la surveillance sanitaire dans les deux pays n'était pas tout à fait la même. Alors maintenant, ben, on rentre au vif du sujet, c'est-à-dire que la maladie de Lyme, c'est 4 étapes. Premièrement, c'est l'infestation. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne vous faites pas infester. Vous voyez dans la petite diapo, la numéro 3, hein, une nymphe qui est dans le corps, et même si on se lave comme il faut et que tout va bien et qu'on s'inspecte, on ne va pas la voir. Et malgré tout, eh ben, ça peut transmettre la borrelia. Quand vous voyez sur la photo numéro 1, en fait, déjà, cette tique qui est au cœur d'un érythème migrant, elle a déjà une quinzaine de jours, cette tique. Et on voit déjà l'érythème migrant qui correspond à des borrélias qui se sont mises à proliférer sous la peau. Quand on est à ce stade-là, on rigole pas, on va voir le médecin, 20 jours d'antibiotiques, parce que là, bah, c'est déjà trop tard. Alors, une fois l'infestation mise en place, c'est la phase 1, et ben vous risquez, pas toujours, d'avoir une borréliose articulaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des articulations qui vont vous faire mal. Ça peut être également musculaire et ça peut être également des espèces de fourmillements sous la peau, incontrôlés, comme des petites décharges électriques, comme si vous aviez des milliers de petites bactéries ou d'insectes qui se promènent. Et en fait, ça, c'est la phase 2, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'installer tranquillement et qu'en fonction des endroits que vous allez avoir de plus fragiles, eh ben, elle va se mettre à proliférer quand elle aura envie ou quand vous ne serez pas en état pour vous défendre. Donc, elle est articulaire, elle est musculaire, elle est sous la peau. Et c'est une phase qui peut fonctionner par intermittence. Vous pouvez avoir 15 jours, 3 semaines d'un état fébrile, d'un état où vous êtes fatigué, et puis après avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de répit. Et c'est ça le problème pour l'identification. Parce que le voisinage, vos conjoints et les médecins autour de vous ne vous croiront pas. Alors là, on est sur le troisième, voire quatrième type, hein, c'est-à-dire que la maladie de Lyme, la borrelia, elle s'est mise dans le cerveau, elle est dans votre moelle épinière, elle est sur vos nerfs. Et à ce moment-là, vous commencez à perdre la tête, vous commencez à être agressif, vous commencez à avoir des vertiges, vous commencez à plus avoir des retours sensitifs sur vos colonnes nerveuses. Et, euh, et dans certains cas, on pense à des maladies psychiatriques, mais c'est peut-être uniquement une neuroborréliose qui s'installe. À ce moment-là, sur ce site-là, sur ce stade-là, il va falloir protéger le cerveau et malheureusement, si vous allez à l'hôpital, on va vouloir vous faire une ponction lombaire, mais si on ne vous trouve pas au bout du bout du bout de votre colonne vertébrale des borrélias, on va dire que vous n'en avez pas. Et en fait, c'est faux parce que c'est très souvent, aujourd'hui je suis à peu près en état, mais il peut y avoir des jours où je serai incapable de faire ce travail que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est comme le palu, des fois c'est là, des fois c'est pas là. La phase de latence, elle peut être de 3 semaines à 3 mois, à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans. Mais en fait, ce qui caractérise cette maladie, c'est à la fois la périodicité, mais qu'on ne connaît pas, et l'habicité, c'est-à-dire la capacité qu'elle a à aller d'un endroit à l'autre. Malgré tout, quand vous vous êtes fait mordre par une tique ou par plusieurs tiques ou par plusieurs dizaines de tiques, vous risquez de ne pas avoir uniquement une borréliose. C'est-à-dire que, pour parler de moi, je suis désolé, on ne trouve pas au niveau anticorps des anticorps anti-borrelia parce que j'ai un problème avec mon système immunitaire et que je fabrique pas d'anticorps. Donc je ne fabrique. Alors si on me fait des tests, aussi bien des ELISA, des Western blot ou autres, on ne trouve pas d'anticorps. Donc on dit vous n'avez pas la maladie de Lyme. Par contre, j'ai une babébiose. Un jour, j'étais avec un vétérinaire et ce vétérinaire avec, j'avais des grosses stries
sur mes bras, sur mes avant-bras, et il m'a dit: «Mais ça, c'est une babébiose» et j'ai fait des tests, effectivement, sur la babébiose, j'ai des anticorps. Voilà, donc en fait, vous pouvez avoir, toutes sortes de maladies liées aux animaux puisque la tique, elle va passer sur les animaux, sur les vaches, sur les moutons, sur les animaux sauvages et va pouvoir vous transmettre d'autres maladies, que la Borrelia. Sachant que, pour la Borrelia, il y a 40 ou 50 sortes de Borrelia existantes, en France et vous pouvez en avoir plusieurs. Alors il y en a qui sont plus articulaires, d'autres plus musculaires, d'autres plus neurologique, mais en fait, on peut se retrouver avec une multitude de Borrelia et pas une seule. Donc, je parlais, les chiens sont très porteurs hein, de tiques, hein, et donc eux, ils vont nous transmettre des leptospiroses. La maladie de la griffe de chat, qui est une zoonose associée, qui est transmise par les chats, parce que les chats, ils vous ramènent des tiques à la maison, hein. La toxoplasmose, bien entendu, bon, qui est également transmise par les chats beaucoup, mais également par d'autres animaux. La babébiose par les vaches, la brucellose par les brebis et la mononucléose, mais ça n'a rien à voir, c'est juste pour le fun, parce qu'en fait, c'est pas transmis par les tiques, hein, c'est plutôt par les baisers, c'est la, la maladie des adolescents. Mais ça ressemble tout ça, parce que toutes ces maladies vont diminuer vos défenses immunitaires et vont créer des fatigues intenses dont on ne comprend pas toujours l'origine. Alors, les diagnostics qui peuvent être symptomatiques, c'est-à-dire que Richard Horowitz a été un des premiers à pouvoir quantifier par un formulaire, par un questionnaire, que si vous arriviez à un score suffisant, il y avait de fortes chances que vous aviez une maladie de Lyme, parce que les analyses immunologiques de recherche antigène-anticorps ne sont pas toujours fiables. À un moment, en Allemagne, on arrivait à chercher une trentaine de Borrelia. En France, on en cherchait 3. Donc, vous comprenez pourquoi en Allemagne, on trouvait beaucoup plus souvent des diagnostics positifs qu'en France. Bon, ça, c'était dans les années 2010. À l'heure actuelle, la France est quand même mis un peu au goût du jour. Et la Borrelia, c'est comme le nuage nucléaire, elle ne s'est pas arrêtée sur le Rhin, hein. Donc, par contre, à l'heure actuelle, en France, vous avez quand même des laboratoires tout à fait corrects qui vont pouvoir identifier, si vous les avez, des anticorps antigéniques, antigènes, de la Borrelia. À un moment, il fallait aller chez des laboratoires vétérinaires. Alors, on envoyait son sang, on disait que c'était son chien, et on recevait un résultat avec le nom du toutou. Bon, maintenant, on n'en est plus là et les laboratoires français ont quand même fait un gros effort et je pense que les pouvoirs publics ont aussi compris leurs erreurs et qu'il ne fallait pas uniquement penser qu'à l'argent et au bilan de la sécurité sociale. Donc, vous avez les tests ELISA, vous avez le Western Blot qui va confirmer le test ELISA. Et vous avez la ponction lombaire, mais là c'est pareil, la vision directe bon, ça c'est des hématies qui sont colorées dans le cas d'une immunofluorescence sur du palu. Mais en fait, ça ressemble à ça. Et si on ne trouve pas les anticorps par immunofluorescence, on dit que votre ponction lombaire est négative. Mais s'ils se trouvent en haut du cerveau, on ne les trouve pas en bas. Et c'est souvent négatif alors que la personne sait très très bien dans quel état elle se trouve. Ça, c'est une pub, mais sans être une pub. C'était à l'époque la meilleure clinique en Allemagne où on pouvait te diagnostiquer votre possibilité d'avoir une Borrelia. Le problème, c'est que comme souvent, l'argent se prend le dessus et on vous proposait à la fois une cure un peu chère et des traitements qui étaient souvent au-dessus des bourses des patients qui se déplaçaient. Alors après, la prévention, il faut se couvrir les bras, les jambes, le cou. Il faut mettre des répulsifs. Il existe des répulsifs pour la peau, il existe des répulsifs pour les vêtements et certains répulsifs peuvent même être utilisés, par exemple, je pense au numéro 4 qui peut être utilisé sur les tissus, mais également sur les chiens, les chats, aux endroits où ils ne peuvent pas se lécher, pardon.
qui va être utilisable sur les moustiquaires contre les moustiques, sur les jeans ou les chaussures et les casquettes hein, contre les tiques, mais également si vous faites le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui peut être utilisé dans les draps pour les punaises de lit. Alors après, on a plusieurs degrés de défense, mais il est évident que si vous allez aux champignons, s'il a fait humide et qu'il fait chaud, il faut en premier essayer de ne pas se faire mordre. Alors après, une fois que vous avez la maladie, et si vous avez des symptômes cutanés, il faut taper fort de suite. Hein. Pénicilline, céphalosporine, doxycycline, amoxicilline. Et en fait, il ne faut pas hésiter. 7 jours, ça ne suffit pas. Il faut faire 20 jours. Mais si au bout de 20 jours, le médecin ou le corps médical vous dit que vous êtes guéri, ce n'est pas obligatoirement vrai. Alors après, il y a des gens qui ont un premier stade de Borrelia et qui arrivent par leur propre défense à s'en sortir. Hein, rien n'est obligatoire dans ça. Mais qu'à partir du moment où vous avez un érythème migrant, sincèrement, faites-nous 20 jours d'antibiotiques. Alors après, moi j'ai été soigné pendant 6 mois avec des antibiotiques, où on m'a mélangé les 3 premiers, enfin non, un après l'autre. Et après, il y avait l'hydroxychloroquine, qui est très connue pour des traitements également contre le Covid, et des produits contre les champignons, du métronidazole contre les champignons, mais également des antiparasitaires comme le fluvermal ou des produits qui vont agir sur les vers intestinaux. Parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à baisser cette charge bactérienne et permettre à nos défenses immunitaires de prendre le dessus. Oui, donc là, j'ai été un peu rapide. Hein. Donc, on a des produits répulsifs et on a également un produit qui va ressembler un peu à ce qu'on a appelé le TikTok à une époque, mais qui est moins toxique parce qu'il n'a pas de l'huile essentielle de sauge à l'intérieur et qu'on peut badigeonner la tique avant de l'extraire et on peut en prendre par voie buccale ou externe pendant quelque temps pour pouvoir éviter que l'érythème migrant s'agrandisse. Alors après, dans la phase 1, c'est-à-dire dans la phase de la borréliose articulaire et musculaire, on va travailler avec des produits qui vont être comme des antibiotiques, mais sans être des antibiotiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques. 20 jours d'antibiotiques, mais après, vous avez intérêt à continuer quand même un petit peu. Vous avez l'argent colloïdal, qui est un antibiotique minéral. Et là, il faut prendre 3 cuillères pour un adulte, 3 cuillères à soupe par jour, 45 millilitres, qui correspond à 1 mg par jour de produit. Et cet argent colloïdal va continuer à essayer d'empêcher ces borrélias, ces bactéries, ces spirochètes, de s'intégrer à l'intérieur de vos défenses immunitaires, des ganglions, des globules blancs. Vous avez la Cardair. La Cardair, c'est l'équivalent de l'échinacée. C'est une Cardair locale, l'échinacée étant américaine. Et cette Cardair est un antibiotique végétal. Donc là, c'est pareil. Après l'argent colloïdal, par exemple, vous allez passer à la Cardair. On s'est rendu compte que, c'est un médecin américain, que la bactérie s'est installée sur des terrains qui étaient trop riches en métaux lourds. Donc, en troisième position, vous allez me prendre de la renouée du Japon. La renouée du Japon est un antioxydant très puissant, mais qui également est un chélateur des métaux lourds et qui va empêcher sur un terrain un peu débilisé par des toxines d'une installation de la bactérie. Alors sur l'accompagnement, il faut bien sûr essayer de ne pas souffrir. Si vous avez trop mal aux articulations, n'hésitez pas à prendre du silicasis hein, en extrait, en gélule ou même en crème extérieure pour au moment de la crise. Une crise, elle dure pas longtemps, elle dure 20 jours. Mais pendant ces 20 jours, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de souffrir et il faut plutôt que de prendre du paracétamol, essayer de prendre des produits à base de plantes de minéraux et qui vont agir en profondeur sans avoir les effets secondaires de certaines plantes.
Alors, malheureusement, quand on en arrive au troisième stade, au quatrième stade, c'est la neuroborréliose, et ben en fait, il va falloir quand même lutter sur des choses plus longues, c'est-à-dire des pertes de mémoire, des pertes de sommeil, euh, des soucis cognitifs, et même dans certains cas, on tombe et on a des... Vous voyez, je trouve pas mon mot parce que je trouve pas le mot... ben, je trouve pas le mot qui fait qu'on tombe et que... voilà. Bon, mais c'est comme ça c'est la maladie de Lyme. Il faudrait que je prenne un petit peu de Héricium pour me redonner, ou de rhodiola, pour me redonner le mot vertige que je ne trouvais plus. C'est comme ça. Voilà. Donc à ce moment-là, alors comme d'habitude, moi je vous dis, il ne faut jamais prendre tout à la fois. Même si vous avez une crise, vous commencez par exemple du Héricium ou du millepertuis si c'est l'hiver. Après vous passez au Bacopa, après vous passez au Rhodiola, mais un après l'autre, hein. On essaye de ne pas cumuler parce qu'il vaut mieux agir sur une longueur que d'agir fort alors que ça ne sert à rien. La bactérie, elle a le temps, hein. Donc vous aussi prenez le temps. Prenez le temps. Ça peut donner aussi au niveau philosophique un recul nécessaire à mieux comprendre ce qu'on est et supporter de ne pas être au top tout le temps. Vous avez l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un très très bon stimulant de l'immunité. Vous avez l'oscille qui ressemble, enfin, qui est une comme de l'oscillococcinum, mais qui va augmenter les défenses immunitaires. Vous avez le vinaigre des quatre voleurs qui a fait ses preuves, mais vous avez également des petits sous-produits comme le symbiocyle qui, en agissant au niveau intestinal, vont augmenter vos défenses immunitaires tranquillement par l'intestin. Parce que le corps humain, c'est un tout. Il faut le visualiser et l'aborder comme un tout, et pas par secteur. Donc, augmenter les défenses immunitaires d'une façon globale, de toute façon, ça peut être bien au mois de mai parce qu'il y a les tiques qui vont venir, et puis au mois d'octobre aussi, parce que c'est le grand moment des grandes poussées des Borrelia par l'intermédiaire. Alors, de temps en temps, même si on vous donne un traitement approprié, vous allez avoir une aggravation des symptômes. Ça s'appelle la réaction de Herx. Et ça veut dire que comme la bactérie se sent agressée, elle va pousser très 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 vite et vous faire beaucoup 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 plus mal. Donc dans ce moment-là, vous allez dire oh là là, ça marche pas et vous allez arrêter. En fait, c'est ce qu'elle veut. Quand vous avez une réaction de Herx, ce qu'il faut, c'est changer de... Par exemple, si vous prenez un antibiotique, ben, vous allez passer un antiparasitaire. Si vous pensez passer par une plante, vous allez passer à une autre plante. Pour que la bactérie soit, comment dire, démoralisée, et qu'elle soit attaquée quand même, et que c'est vous qui allez reprendre le dessus. Et au bout d'une dizaine de jours du nouveau traitement, vous repassez à l'ancien, parce que c'était l'ancien qui était vraiment efficace. Alors les recherches actuelles sur les bactériophages, c'était l'Ukraine, c'était la Géorgie, c'était la Russie. Pour l'instant, les pauvres, ils ont d'autres choses à faire. Et c'est dommage parce que les bactériophages qui sont capables, alors pour l'instant, on n'avait pas trouvé de bactériophages qui étaient spécifiques à la Borrelia. Mais une des voies prometteuses de l'avenir, c'est de prendre des virus qui vont attaquer les bactéries. Ça se fait déjà beaucoup dans les traitements phytosanitaires au niveau des plantes. Et je pense que ça, c'est une voie de l'avenir où on va injecter dans des bactéries des virus, et que ces virus vont, d'une façon spécifique, lutter contre les bactéries qui nous agressent. Bah ça, c'était moi en 2010, hein, j'étais fauteuil roulant. On m'avait dit que j'avais que j'étais paraplégique, que je ne pouvais plus marcher, et que ça allait pas. Et vous voyez qu'en 2024, ben, je suis quand même capable de faire une conférence dans mes limites, mais qui est quand même, grâce à mon équipe technique, pas trop mal. Voilà, donc le bouquin que j'ai écrit, ben, il est toujours, on peut le trouver chez Vecteur Énergie. Bon, c'est un petit éditeur, on n'est pas à la FNAC, on n'est pas, voilà, mais trouvez-moi et je suis encore là.
je vous encourage à commander au laboratoire l'infonature sur la maladie de Lyme, qui explique un petit peu et qui est un résumé de la conférence que je viens de vous faire. Après, bah, vaut mieux prévenir que guérir. Et si vous devez acheter un seul produit, c'est l'aromatique numéro 4 qui va marcher sur les tiques, sur les punaises de lit, qu'on peut mettre sur les chiens sur des zones où ils ne peuvent pas se lécher, mais qu'on va mettre sur nos casquettes, sur nos habits, sur nos pantalons, pour éviter d'attraper des tiques et pour éviter d'attraper la borrelia. Maintenant, je vous écoute pour vos questions et je vous remercie de votre présence. Le mois prochain, c'est sur les champignons. Et vous savez tous que en fait, mon dada, c'est l'immunologie. Et cette conférence sur la maladie de Lyme est toujours de la même chose, puisque la maladie de Lyme, elle nous enlève notre système immunitaire. Et un peu comme le sida ou d'autres, le Covid, vont baisser, ou le paludisme, vont baisser nos défenses immunitaires pour nous empêcher de nous défendre. Le mois dernier, c'était sur l'allergie, parce que là, c'est pareil, c'est un excès de défense. Et le mois d'avant, c'était sur les défenses d'hiver avec l'oscillococcinum, etc., pour augmenter les défenses. Nous verrons le mois prochain avec les champignons que en fait les champignons sont très très proches de nous au niveau immunologique, au niveau des ADN, au niveau de nos chromosomes, et que en fait on peut doper énormément notre système immunitaire par le shiitake et par d'autres champignons pour pouvoir lutter contre des bactéries. Oui, monsieur Bonardel. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'aurais une question à vous poser concernant les biofilms. Comment vous lisez un peu les biofilms? En fait, les biofilms, ça existe et justement, les borrélias se cachent dans les biofilms. Les biofilms, en fait, on a tout ça dans nos artères, on a tout ça surtout dans l'intestin. Et en fait, c'est une accumulation de produits souvent carbonés et à base d'azote qui sont des déchets, des bactéries déjà mortes ou alors des bactéries encore vivantes mais dans lesquels la borrelia, véritable caméléon, va se cacher. Et le biofilm empêche aux antibiotiques, par exemple, d'aller atteindre la borrelia, et c'est une de ces façons de se cacher entre deux crises. Elle va se cacher où? Soit dans les ganglions, soit dans les biofilms. Quand elle se cache dans les biofilms, la résurgence de la borrelia va durer tous les 20 jours, on va avoir une crise. Par contre, quand c'est dans les ganglions, ça peut durer 6 mois, 1 an ou plus. Mais dans les biofilms, elle se cache le temps que les défenses immunitaires ou les antibiotiques n'agissent plus et elle va ressortir au bout d'une vingtaine de jours. D'accord. Et comment vous les attaquez, les biofilms, en fait, pour enlever un peu de charge bactérienne? Eh ben, on peut pas bien parce qu'en fait, les biofilms, s'ils sont dans les artères, on va pas aller. Ah si, on peut prendre un anticholestérol, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Et dans l'intestin, ben, elle se cache dans les biofilms. Et on va pas aller décaper un intestin ou décaper des choses pour enlever le biofilm, pour mettre la borrelia à jour. Hein. En fait, il faut faire le système du rasoir bic. On attend qu'elle sorte, on envoie une information pour doper nos défenses et après, elle se recache et quand elle ressort, on lui renvoie une autre information. Et ça, c'est la maladie de Hertz. Mais agir sur un biofilm, c'est un biofilm dans le corps humain, hein, c'est matériellement impossible. Par contre, un Même par les biofilm... enzymes systémiques? Pardon? Même par les enzymes systémiques? Type sérapeptase, bromélaïne? Oui, la bromélaïne et tout, oui, ça va pouvoir agir un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le tétranase, hein, qui est, je crois que c'est un médicament qui n'existe plus, mais qui est un mélange de bromélaïne et de tétracaïne. Et ça marche, mais en fait, il faudra en prendre tellement une grosse quantité d'un coup. Mais à part ça, je ne vois pas. Alors après, des produits à base d'eau oxygénée très forte ou de chlore, je suis contre. Je suis contre parce que c'est trop oxydatif. Et en fait, il ne faut pas non plus que le remède soit pire que le mal. Oui, d'accord. Vous pensiez au DMSO, non? Non, ça va.
Non, Ça va encore. Le DMSO, ça va encore. Mais je pense à des produits très très forts qui sont surtout proposés aux États-Unis ou à la vitamine C à 30 grammes par jour ou des choses qui vont faire un processus oxydatif qui va être. C'est comme si vous faites fonctionner un moteur diesel avec du super. Au bout d'un moment, le moteur, il va pas aimer. Et le corps humain, c'est pareil. Il ne faut pas non plus mettre en place des processus oxydatifs trop puissants. Ok, merci. Avec plaisir. Et je le répète, hein, le plus important de tous, c'est la prévention. Hein, c'est essayer de ne pas se faire mordre par des tiques. Et quand est-ce qu'elles y sont? Ben, c'est quand il fait chaud qu'on va aux champignons après la pluie. Hein. Et elles peuvent sortir par milliers. Il y a un bon test. Hein, vous avez un chien, dès qu'il a des tiques, vous faites attention. Parce qu'en fait, il les attrape assez facilement. Mais c'est la prévention qui va être la clé du succès. Parce que quand vous avez la maladie de Lyme, que vous avez des borrélias, on va vous dire au bout de 20 jours d'antibiotiques que vous êtes guéri et c'est complètement faux. Hein. C'est évident que si elle s'enquiste et si elle y arrive, c'est à vie. Hein. Parce que, caché, mais elle peut ressortir n'importe quand. En association avec des babébioses, avec des brucelloses, avec d'autres maladies transmises par les hématophages au contact des ruminants. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le 1er juin, je suis à Metz à un congrès sur les champignons. Donc, ça sera le 2e lundi du mois de juin pour une publication exhaustive sur les champignons à visée thérapeutique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.